C'était comment garder un équilibre vie pro, vie perso en étant... Alors, pas de vie privée, hein. Très clairement, pas de vie privée. Tous les soirs, j'avoue, je mange 2 madeleines avec 4 carrés de chocolat. Ça, c'est, il paraît-il, en termes de santé, etc., c'est la catastrophe. Et comment gères-tu les invitations que tu reçois pour des cocktails, des inaugurations? Dans 90% des invitations, je ne touche pas au buffet. Ben voilà. C'est dur, c'est très dur. Bienvenue à la table de vie by Sweet and Salted. Le podcast où l'on s'assoit pour écouter, partager et savourer. Les histoires de celles et ceux qui nourrissent le monde à leur manière. Ici, chaque invité apporte sa recette de vie. Ses saveurs, ses expériences, ses doutes et ses rêves. Installez-vous, servez-vous. Et prenez le temps. Parce qu'autour de cette table, tout commence par une rencontre. Hello, vous êtes sur le podcast Table de vie by Sweet and Salted. Je suis Adélie. et moi Jordan. Pour ce 3e épisode de Table de vie, nous recevons Yann Galu, qui est actuellement le maire de Bourges, parce que du coup, il y a quelques semaines, quand on a fait l'inauguration de notre local Sweet and Salted, on a repensé à nos débuts, à notre vie à Londres, surtout aux rencontres qui ont parfois eu un impact sur nos décisions et nos changements. Donc le 17 septembre 2021, on a rencontré Yann Galu lors d'une visite à ma famille sur Bourges, et on a eu un échange simple, sincère, mais c'est après cette discussion que quand on est retourné à Londres, on a décidé de revenir à l'essentiel, et c'est-à-dire revenir ici à Bourges. Donc c'est tout naturellement qu'on l'a invité aujourd'hui sur notre table pour découvrir l'homme derrière sa fonction, mais aussi son parcours, son lien à la ville et la food aussi. Donc avant de commencer, on a pour habitude de tutoyer les gens qui viennent chez nous. Donc est-ce qu'on peut se tutoyer le temps de cet échange? Il n'y a aucun problème. Super. Et merci du coup d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette invitation. Je crois que dans ces conditions-là, c'est mon premier podcast. Oh, donc c'est un vrai plaisir d'être avec toi pour partager ce moment. Merci beaucoup. Alors, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, je m'appelle Yann Galu, je suis né à Antony. Je suis arrivé dans le Cher à l'âge de 7 ans à Dun-sur-Oron d'abord, et puis après à Bourges en 5e. Voilà, et j'ai 59 ans et j'ai la chance d'avoir 3 enfants. Et je suis maire de Bourges depuis maintenant 5 ans et demi. Quel parcours as-tu fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui en tant que maire à Bourges? Alors, c'est bizarre, hein, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours voulu faire de la politique. C'était vraiment, depuis tout petit, il y en a qui voulaient être footballeurs, médecins, etc. Moi, j'ai toujours voulu faire de la politique. Et j'étais persuadé, alors je ne le suis plus maintenant, hein, mais j'étais persuadé à l'époque que je changerais le monde, que je ferais partie de celles et ceux qui arriveraient à faire bouger les choses. Il faut savoir que j'ai eu des parents qui étaient professeurs de français et qui m'ont élevé dans quelque part le combat contre l'injustice et l'amour de l'autre. À l'époque, alors c'est un peu prétentieux de dire cela, mais je voulais être président de la République. Alors je me suis vite rendu compte que être président de la République, c'est un peu plus compliqué que dans le rêve d'un enfant, mais je me suis toujours intéressé à la politique. Donc j'ai suivi, à l'âge de 8 ans, j'ai suivi le premier débat présidentiel entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et puis, peu à peu, j'ai été délégué de classe et je me suis engagé très tôt au sein des jeunesses socialistes. J'ai été militant syndical et peu à peu, j'ai continué à progresser et j'ai quitté, bien sûr, comme beaucoup d'étudiants, à Bourges, j'ai quitté Bourges pour faire mes études supérieures, donc Tours, Orléans, Paris, et en même temps je militais. Et quelles études Alors études de droit, okay. Études de droit parce que je me suis dit pour faire de la politique il faut être un peu libre, c'est plus facile quand on est une profession libérale, et j'avais ce côté aussi avocat. Donc je défendais toujours les autres, en conseil de classe, en conseil de discipline à l'époque, j'étais un petit peu... Et donc j'ai fait des études de droit, je suis devenu avocat, j'étais à Paris, je cherchais une terre d'élection parce que il faut toujours revenir un peu à ses racines. J'ai toujours gardé un lien très très fort entre Paris où je finissais mes études et Bourges, et quasiment tous les 15 jours, 3 semaines, je revenais en train, je me rappelle à l'époque. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais concourir à des élections dans mon territoire, à Bourges. Il se trouve que les élections ont été avancées parce qu'à l'époque, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale et je suis devenu le plus jeune député de France. À l'époque, c'était à 31 ans du Cher, donc ça a été un moment incroyable pour moi de devenir député.
Et puis voilà, donc j'ai continué mon parcours comme ça. Donc toujours un lien très très fort à Bourges, à mon territoire, là où sont nés mes enfants, là où j'ai grandi avec mes parents. Donc voilà un petit peu mon parcours. D'accord, super. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à prendre cette place de maire à Bourges aujourd'hui? D'abord, député, il faut savoir que on est 577. C'est pas très concret. En fait, on vote des lois qui sont très importantes, bien sûr. On vote le budget. Moi, je me suis dit à un moment donné, j'ai envie quelque part de transformer ma ville. J'adore Bourges. J'ai un amour incommensurable pour Bourges. Voilà, cette ville, je la comme beaucoup de berruyers, mais moi, je la ressens à l'intérieur de moi. Et donc, je me suis dit, Bourges est une belle endormie. Dans les années 2010, 2020, 2000, voilà, je trouvais qu'il fallait réveiller Bourges. J'avais aussi, comme beaucoup de jeunes à Bourges à l'époque, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, à 18 ans, très clairement, je n'avais qu'une envie, c'est partir. Je voulais découvrir le monde. Parce qu'il n'y avait pas d'université à Bourges. Il n'y a pas malheureusement alors il y a un peu d'enseignement supérieur, il y a l'École nationale des beaux-arts, mais il y a voilà, mais il n'y a pas, si vous voulez, il y a l'INSA, il y a l'IUT, il y a quelques formations, mais il y a le droit sur les 3 premières années, mais il n'y a pas d'université de plein exercice. Elles sont à Orléans et elles sont à Tours, et j'ai été dans les deux moi. À 18 ans, moi j'ai voulu partir. Voilà, j'ai tout fait. Je voulais découvrir le monde. Donc j'étais à Orléans, après j'étais à Tours, après j'étais à Paris. Mais quelques années après, quand vous faites 5, 6, 10 ans en dehors de Bourges, et vous vous dites où est-ce que je veux que mes enfants grandissent, eh bien, ça vous titille. C'est ce qu'on... Et donc, après avoir découvert Paris, une ville extraordinaire quand on est étudiant ou quand on est jeune, je me suis dit, mais où est-ce que finalement quelque part je ferai mon nid? Et ça ne pouvait être qu'à Bourges. Je me suis dit, voilà, cette ville, il faut en faire quelque chose. Donc je vais, de manière très humble, je vais essayer de la réveiller, de la transformer. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi à me présenter en 2020, c'était vraiment mon objectif principal, faire bouger la ville. Et donc c'est ce que j'essaye de faire de manière modeste depuis 5 ans maintenant. Comment tu gères au quotidien les demandes de tout le monde, de tous les habitants Alors, c'est une organisation. D'abord, il faut savoir, et c'est pas que moi, c'est les maires de villes comme Bourges, et même les plus petites ou les plus grandes d'ailleurs. D'abord, être maire, c'est une passion, c'est une organisation, et c'est un temps plein x3, x4. Moi, j'ai des journées types, je commence vers 7h30, 8h le matin, et je finis à 22h, 23h, et ça, 3 ou 4 jours dans la semaine. Donc on étend le temps. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, quand on est maire, en tout cas, c'est ma conception des choses, il faut être disponible. Il faut écouter les gens. Quand vous êtes maire, vous ne vous appartenez plus. Moi, je fais mes courses au supermarché, je vais au restaurant, je vais dans la rue, les gens m'arrêtent, me parlent, et c'est normal. Je ne le conteste absolument pas parce que le maire, c'est un élu de proximité. Quand on est député, c'est pas tout à fait la même chose. On a un autre rythme, on est dans des commissions à Paris, etc. Mais le maire, sa première des attitudes et des fonctions, c'est être disponible et à l'écoute. Parce que les gens connaissent en gros le président de la République et le maire. Et ils pensent que tout peut être résolu par le maire, ce qui n'est absolument pas vrai, mais au moins on doit être à l'écoute. Donc il faut tout simplement se dire, vos journées, elles durent au minimum 12 à 14 heures par jour, 6 jours et demi sur 7, et l'accepter. C'est comme quand on est dans la restauration, on a des horaires très tard, et bien quand vous êtes maire, c'est ça. Deuxièmement, savoir que le maire n'est jamais seul. Le maire a une équipe. Le maire a un directeur de cabinet, il a des conseillers, il a des maires adjoints, il a des services. Donc beaucoup de choses que je fais, je les retransmets à mes services, ils me préparent des réponses, je discute avec eux, je les rencontre sur certaines situations. On essaye au maximum de répondre à leurs demandes. Quand on ne peut pas, on ne laisse pas traîner le dossier. On leur dit pourquoi on ne peut pas. Donc, je demande à mes services, à mes équipes d'être en dialogue permanent avec la population. Alors, on arrive à résoudre 70% des cas. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Être maire, c'est à la fois s'occuper du quotidien, répondre aux gens. Et puis, il y a le niveau des gens, des habitants, et il y a le niveau de la ville. Qu'est-ce que je vais obtenir pour Bourges pour renforcer par exemple l'attractivité de Bourges? Donc tout ça se combine, à la fois du travail très local en direction de ma population et porter l'image de Bourges, être quelque part l'avocat de la ville. Voilà les deux fonctions qui sont les miennes et c'est passionnant. Mais pas de vie privée, très clairement, pas de vie privée. Je vais te raconter parce que
C'est une anecdote qui m'avait marqué. Alors, j'avais l'habitude avec mes enfants d'aller à l'époque à Flunch. Parce que mon père était en maison de retraite à côté de Flunch. Donc je le récupérais le mardi soir et on allait manger tous les 4. Et je me rappelle, on arrive à Flunch, je m'installe, mes enfants en face, mon père là, et un monsieur, une dame qui me voit, ils viennent s'asseoir avec moi pour manger. Donc oui, c'est ça être mère. Hein. Donc c'est même votre espace parfois personnel. Bon, c'est vraiment ça. Et puis je me rappelle, je le dis. Je fais souvent mes courses le dimanche matin, avant le marché, je vais souvent au marché à 10h, 10h30. Eh bien au marché, les gens dans le marché, ils viennent vous voir et il faut l'accepter. Justement, c'était la prochaine question. C'était comment garder un équilibre vie pro, vie perso en étant... Alors, il faut s'organiser là aussi. C'est très simple. Moi, maintenant, mes enfants, ils ont 15 ans. Donc c'était il y a 6 ans, donc ils avaient 9 ans. Donc de 9 ans à 13 ans, surtout quand ils étaient en primaire, mais même quand ils étaient en 6e, 5e, je me bloquais impérativement le mardi soir. Puisqu'ils viennent, et je m'entends très bien avec la maman de mes enfants, on est quasiment maintenant en garde alternée, à l'époque je les récupérais le mardi soir, et quoi qu'il arrive, le mardi soir, je ne bougeais pas de chez moi. Donc il faut banaliser des plages horaires. Et le week-end, quand j'avais mes enfants, alors maintenant ils sont vraiment grands, donc ils me le demandent moins, le week-end, je gardais un temps pour eux et pour moi. Et en ce qui me concerne moi, j'ai pas de... Si, de temps en temps, je fais des restos avec mes potes que j'ai à Bourges, mais j'ai banalisé aussi dans mon agenda de mère des plages horaires pour faire du sport. Donc c'est comme ça, 3 à 5 fois par semaine, j'arrive à faire du sport, soit entre midi et 2, je me bloque 1 ou 2 jours entre midi et 2, soit le sport que je pratique, comme c'est le soir tard, eh bien j'arrive à le faire aussi. Donc comme aussi on est très présent, ou je suis très présent les week-ends, samedi et dimanche, eh bien à peu près toutes les 5 semaines, je prends un week-end où je break. Donc je pars et la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vais passer 2-3 jours à Paris. Et là, je revois, parce que j'ai beaucoup d'amis aussi à Paris, et là, c'est sortie ciné, théâtre, exposition, ou tout simplement fête, restaurant avec les copains. Clairement, un maire, contrairement à un élu national, un maire n'est absolument pas connu en dehors de son territoire. Hein, donc en dehors de Bourges, personne ne me connaît, et je le dis, tant mieux. Donc ça me permet d'avoir un relatif anonymat et de pouvoir souffler. Dans une journée ultra chargée, quelle place, parce que tu disais que tu faisais beaucoup de sport, quelle place a l'alimentation dans ton agenda ? Alors le problème, ça c'est une vraie question parce que j'ai un peu de difficulté avec l'alimentation. Je suis un gourmand. Je l'avoue, voilà, j'aime manger, voilà, j'ai un côté très français. Et les Français, ils aiment manger. Et d'ailleurs, j'ai un docteur à Bourges que je peux citer, qui est une grande personnalité de Bourges, le docteur Dessus, qui est mon docteur. Il me fait faire des analyses tous les ans, il m'engueule. Cholestérol, triglycérides, Yann, comment tu peux faire ça ? Ben, j'ai du mal à contrôler mon alimentation. Alors je le fais. J'adore la charcuterie, j'essaye quasiment de ne pas avoir de charcuterie. Je suis devenu ce qu'on appelle un peu flexitarien, donc j'adore la viande, hein, je le dis, mais j'en mange beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Donc je fais attention quand même à mon alimentation. Mais bon, je craque assez régulièrement. Le fromage, la charcuterie, en plus, les desserts. On a ce qu'il faut aux voilà, donc manger que du poisson, et j'ai pas une appétence pour le poisson, j'en mange, hein. Mais donc voilà, je fais attention, mais je fais quand même quelques excès de temps en temps. Alors c'est vrai que comme je fais beaucoup de sport, ça compense, mais c'est vrai que je devrais avoir une alimentation un peu plus saine, donc je l'ai par période en fait. Du coup, on a demandé à Yann quelle était sa gourmandise, ou en tout cas ce qu'il aimait manger. Et il nous a répondu qu'il aimait le sucré-salé. Ouais. Étant donné qu'on est le matin, Jordan a décidé de te créer un petit déjeuner sucré et salé. Ah ben, merci à Jordan. Hein. Merci beaucoup Jordan, parce que c'est mes péchés mignons. J'ai toujours aimé le sucré-salé. Du coup, on va aller en cuisine, voir ce que Jordan nous a préparé.
Bonjour Jordan. Lorsqu'on t'a demandé ce que tu voulais manger, tu nous as dit tout, mais que tu appréciais surtout le sucré salé. Donc vu qu'on est le matin, je me suis dit que j'allais te préparer un petit déjeuner à l'anglaise. Super. Donc je t'ai préparé une pancake avec un écrasé d'avocat, un émincé de saumon fumé, un œuf poché et une petite sauce hollandaise au siphon. Ben merci. Hein. Bonne dégustation. Merci, avec grand plaisir. Hein. C'est un feu d'artifice dans la bouche. Vraiment, comme d'habitude, si je peux me permettre. Et donc, pourquoi commences-tu tes journées par un petit déjeuner, on peut dire, anglophone ? En fait, il n'est pas tout à fait anglophone, mais c'est vrai que je prends des œufs parce que les œufs, c'est de la protéine et ça me permet de tenir la journée. Okay. Donc en fait, je fais souvent pain complet ou pain aux céréales, miel, j'ai supprimé tout ce qui était, parce que j'adore la confiture, voilà, Okay. j'avoue, une fois de plus, le sucre, etc., etc. Donc je prends du miel bio et je me fais une tartine, 2 œufs et ça me cale jusqu'à midi 13h, voilà. Ok. Et le déroulement de ta journée en termes de repas ? À la ville, si vous voulez, dans une journée de mer, il faut gagner du temps. Donc, il faut savoir que j'organise des petits déjeuners de travail aussi, où j'invite des gens à venir, des présidents d'associations avec le bureau, des ordres, etc., etc. Et donc, la phase petit déjeuner à la mairie est aussi une phase de travail. Donc, souvent, j'arrive et c'est à la mairie, c'est café croissant. Mais moi, c'est gras. Donc, je mange souvent avant et je partage juste un café avec mes invités. Donc ça, c'est la première des choses. Pareil, entre 13h et 14h, de temps en temps, on accueille des invités, on travaille en mangeant. Donc moi, souvent, je travaille, je reçois des personnalités, j'ai des réunions de travail où on partage un plateau repas ou un déjeuner très rapide. Et donc ça, c'est la plage du midi, et donc ça nous sert aussi de travail. Et c'est pas, là, c'est vrai que c'est pas un déjeuner plaisir, c'est un déjeuner où on est concentré sur les invités, sur les dossiers, etc., etc. Mais ça nous permet vraiment de gagner du temps. Là où c'est assez catastrophique, c'est le soir. Parce que moi, je suis célibataire, donc le soir, c'est vrai que mon alimentation est quand même, je dirais, très spéciale, parce que c'est souvent du jambon ou du taboulé. Donc le soir, c'est vraiment catastrophique, parce que je ne cuisine pas, j'ai pas le temps. Hein. Donc je refais souvent des œufs au plat, ça c'est quelque chose que je fais, et c'est tout. Voilà, c'est quand même pas terrible en termes d'alimentation. En fait, je rentre chez moi le soir, il est souvent 21h, 21h30, 22h. Je suis entre guillemets fatigué, et donc je vais vite. Là, il faut pas que le docteur dessus entende cette interview. Je fais aussi un peu de fromage le soir, donc ça c'est catastrophique, je le sais, mais je limite. Et j'ai supprimé depuis quelques semaines mon plaisir qui date depuis des années, là aussi je me suis fait engueuler par mon médecin, il n'y a pas d'autre mot, qui m'a dit mais il faut absolument que tu supprimes ça. En fait j'ai une tradition, mais quand je vous parle de ça, j'ai ça depuis 45 ans, hein, depuis que je suis tout petit. Tous les soirs, j'avoue, je mange 2 madeleines avec 4 carrés de chocolat. Et ça, il paraît-il, en termes de santé, etc., c'est la catastrophe. Ah, donc le médecin m'a dit, écoute, alors j'ai du mal à le supprimer. Donc de temps en temps, je fais un jour sur 3 où je fais que 2 carrés de chocolat et une madeleine. Mais j'essaye mais j'ai besoin, c'est physiologique, j'ai besoin d'avoir du sucré avant de dormir. Ok. Et cette petite tradition, elle est liée à l'enfance ? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est lié à l'enfance parce que nous, à notre époque, je vous parle il y a 40, 45 ans, nos parents, quand on avait le 4 heures, à l'époque, on faisait le 4 heures quand on rentrait d'école. Moi, je me rappelle, mes 4 heures, c'était simple, c'était 4 carrés poulain et des lus. Hein, des lus. On n'avait pas de Kinder, on n'avait pas de choses comme ça. Et donc, j'ai gardé ce goût des carrés de chocolat, de poulain. Et c'est vrai que je l'ai reproduit, notamment dans mes années, quand j'étais étudiant à Paris, quand je préparais mes examens, je mangeais donc régulièrement. Donc oui, c'est lié à l'enfance, bien sûr. Okay. Toute ma relation avec la nourriture est liée à l'enfance. Hein. Tous les plats que j'aime, je les ai eus parce que mes grands-parents me les ont fait. Mes parents ne cuisinaient pas, mais j'avais des grands-parents qui cuisinaient. Du coup, j'ai la chance d'avoir une grand-mère italienne. Oui. Donc une grand-mère italienne, vous imaginez en termes de ce que ça représente. Parce qu'elle faisait ses pâtes elle-même, elle avait la machine à pâtes. Je l'ai vu préparer les pâtes, je l'ai vu préparer avec les tomates du jardin puisque mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc j'ai cette image-là de ma grand-mère qui était une toute petite femme qui préparait les pâtes dans la cuisine, qui allait, j'ai vu, hein, mon grand-père, il allait couper le cou du poulet, hein,
c'était vraiment ça. Et après, il le découpait comme ça, et ma grand-mère le préparait. Donc je me rappelle, un de mes plats préférés, c'est poulet et spaghetti à la tomate. Donc souvent, quand je vais au restaurant, c'est ce que je prends, quoi, en fait. Ok. Et comment gères-tu les invitations que tu reçois pour des cocktails, des inaugurations? Alors, là aussi, c'est une très bonne question. Il faut s'astreindre absolument. On est invité tout le temps, hein. On est invité tout le temps au restaurant, on est invité tout le temps dans des inaugurations où derrière il y a des petits fours, etc., etc. Il y a le sucré salé. Eh bien, dans 90% des invitations, je ne touche pas au buffet. Ok. Je ne touche pas au buffet parce que voilà, c'est dur, c'est très dur. Mais quand vous en avez 2 ou 3 dans la journée, parce que des fois on a 2 ou 3 invitations dans la journée, je peux en avoir une à 18, une à 19, une à 21h. Donc je fais très attention à ne pas faire d'encart en fait, à essayer de respecter les horaires les horaires de repas. Ok. Et tu vois l'impact que la food a sur ton physique? Ah ben oui, Donc, oui, dès que je fais des excès, je suis parce que j'arrive à un âge où voilà, on a ce qu'on appelle la petite bedaine, tout simplement. J'ai un poids de forme que je connais et j'arrive bien à le contrôler parce que j'ai de la chance que 6 mois, je me rends compte que je dépasse le poids de forme. Je fais très attention à mon alimentation pendant 3-4 jours et ça redescend immédiatement. Donc sans faire du sport. Okay. Et à côté de ça, je rappelle que pour ma santé mentale, ça aussi c'est pour ma santé mentale, j'arrive à faire 3 à 5 fois par semaine du sport. En fait, j'ai eu un incident cardiaque il y a une dizaine d'années. J'ai été à l'hôpital de Bourges, j'ai été reçu en cardiologie, ils m'ont fait plein d'examens, et puis à la fin, ils m'ont fait faire un test d'effort. Et là, je me rappelle, à vie, je me rappellerai cette anecdote. La cardiologue qui m'a reçu, après les tests d'effort, m'a dit « Monsieur Galu, il y a 2 solutions. Soit vous continuez comme ça et je ne vous garantis pas que vous serez là dans quelques années. » Elle était cash. Soit vous devez absolument faire 3 séances de sport par semaine. Et à l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'on venait de voter une loi de ce qu'on appelle le sport sur ordonnance. Et donc, elle a pris une feuille de médecin, d'une ordonnance, elle a pris une ordonnance et elle me l'a écrit. Et le fait qu'elle me l'écrive, qu'elle me remette le document, que ce document, je puisse l'amener à mon directeur de cabinet en lui disant, il s'appelle Guillaume, à partir de là, Guillaume, tu me mets sur mon agenda de la semaine, tu me mets 3 séances de sport par semaine, eh bien, ça m'a obligé à reprendre le sport à pas à haute intensité, mais à en faire un vecteur de ma vie. Et quelle activité sportive Alors, je pratique principalement une discipline qui n'est pas très connue, mais qui est très physique. Ça s'appelle le jiu-jitsu brésilien. Donc, c'est un art martial, c'est du combat au sol en fait. Ça se fait en kimono ou sans kimono. Sans kimono, ça s'appelle du grappling. Et il n'y a pas de coups en revanche portés. J'ai fait du karaté aussi beaucoup. Et là, je fais 2 à 3 séances par semaine de jiu-jitsu brésilien. J'ai la chance d'avoir un professeur exceptionnel qui s'appelle Yassine Adaoui, où on est dans le club, on est une centaine de personnes. Donc, il donne des cours principalement à Saint-Germain-du-Puy et aussi de temps en temps à Bourges. Mais moi, je vais souvent au cours de Saint-Germain-du-Puy parce que c'est un peu plus tard. Donc, les cours sont à 19h30. Donc ça me permet de sortir du travail, de finir une réunion à 19h, d'avoir mon sac de sport, d'aller à 19h30. Mais il m'arrive aussi beaucoup, après le cours, de retourner travailler. Donc je prends ma douche là-bas et à 21h30, je suis à nouveau disponible pour aller retravailler. Ça, je fais ça 2 à 3 fois par semaine d'entraînement de ce qu'on appelle le jiu-jitsu brésilien. Et puis je vais 2 fois par semaine, j'essaye d'aller 2 fois par semaine à la salle, où là je fais du cardio et je fais de la musculation pour m'entretenir. Tu nous as dit que tu avais des origines italiennes. Ouais. J'aimerais savoir quel type de cuisine aimes-tu manger? Alors, là aussi, je suis comme beaucoup, j'aime tout. Mais j'aime vraiment tout. J'aime la cuisine française. J'aime le bœuf bourguignon, j'aime le steak frites, et puis j'adore aussi la cuisine étrangère, mais plein de cuisine étrangère, que ça soit les tagines, que ça soit le couscous, que ça soit la paella, en fait j'aime tout. C'est ça mon problème. Donc je le répète, je fais partie de ces Français où on est très gourmand et très éclectique. Et puis j'aime beaucoup aussi la cuisine japonaise. Je suis vraiment, même quand je vais dans un pays, j'aime découvrir les recettes du pays. J'essaie de prendre le plat je dirais, de référence du pays pour justement goûter. Alors je reviens toujours à la cuisine française, je reviens toujours, c'est parce que c'est la base pour moi du plaisir, mais je le dis, par exemple,
La cuisine marocaine, elle est extraordinaire. Oui. Quand vous regardez cette richesse, cette saveur, etc., etc. La cuisine, il m'est aussi arrivé de découvrir la cuisine africaine avec le mafé. Ils ont aussi en accompagnement, ils font de la banane. C'est incroyable. La cuisine mexicaine avec le chocolat, c'est aussi incroyable. Donc il y a des saveurs, il y a des goûts qui vous font voyager. Et c'est vrai que j'aime ça. Ok. Et quels sont tes futurs projets professionnels et personnels Alors, à venir? là, je suis dans une période un peu spéciale. On est à 2 mois des élections municipales à Bourges. Et donc, je ne sais pas, bien sûr, si les électeurs vont me refaire confiance. Donc, je suis dans une période un peu, à titre personnel, d'attente. Soit je continue à être maire, soit je redeviendrai avocat. Donc ça, c'est vrai que pour l'instant, j'ai une vraie incertitude. Mais c'est normal, hein, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Il faut se préparer à la victoire et il faut aussi se préparer à la défaite. Donc, on a un plan A et un plan B. Donc ça, c'est pour le côté plus personnel. En sachant que moi, si je ne suis pas réélu, je continuerai à exercer, je redeviendrai avocat parce que j'ai mis de côté cette activité pendant les 6 ans où je suis maire. Et puis, ma vie, elle reprendra, je serai avocat et puis je continuerai bien sûr à m'occuper de mes enfants et faire du sport. C'est vraiment devenu ma vie. Donc ça, c'est à titre personnel. Il faut savoir aussi que un maire n'aime pas s'éloigner de sa ville. D'accord ? J'aimerais bien quand même faire un grand voyage avec mes enfants. Voilà, donc j'avais prévu d'aller aux États-Unis avec mes enfants. Avec Trump, franchement, j'ai plus envie. J'ai pas envie. Donc on réfléchit avec mes enfants, c'est un voyage un peu initiatique que je veux faire avec eux. On hésite, peut-être le Japon, parce que c'est le grand voyage de leurs 15-16 ans. Et mon fils, lui, a 25 ans. Donc voilà, donc ça, à titre personnel, je voudrais faire un beau voyage avec mes 3 enfants. Et à titre professionnel, donc c'est par rapport à Bourges, donc c'est quelque part continuer ce que j'ai commencé. Si les électeurs me font confiance, hein, là je répète, c'est la démocratie qui choisira. C'est très important de respecter les électeurs. Et le grand projet pour Bourges, là, c'est réussir la capitale européenne de la culture en 2028. Je me permets de rappeler qu'on reçoit 1 million de touristes par an à Bourges, notamment autour de la cathédrale. Et on a une cathédrale merveilleuse, on a un centre-ville extraordinaire, on a une ville à taille humaine. Mais avec la capitale européenne, on va passer de 1 à 2 millions de visiteurs minimum, voire jusqu'à 3 millions de visiteurs. Donc cette année 2028, elle va être extraordinaire. Il y aura des spectacles tous les jours, il y aura du théâtre, il y aura des expositions, il y aura des concerts. Le cœur de la ville va battre de manière extraordinaire de fin janvier à décembre, parce qu'elle dure 11 mois, la capitale européenne. Et donc il faut préparer la ville à ça. Donc il est évident que celui qui sera maire de Bourges dans 2 mois aura cette tâche-là. Si c'est moi, je continuerai à le prendre à bras le corps. On travaille déjà depuis plusieurs années, hein, mais il faut finir le travail. Donc ça sera ma tâche principale. Sans oublier tout le quotidien des habitants. Il faut à la fois s'occuper de ce grand projet, mais il faut continuer à s'occuper de la vie de tous les jours des habitants. Mais je sais que ça va être vraiment, ça va être un marathon et ça va être très physique. Mais c'est tellement passionnant. En termes culinaires, qu'est-ce qui se passera pour Bourges 2028 ? Alors, pour Bourges 2028, il faut savoir que l'alimentation va être un des principaux projets de la capitale européenne. D'abord parce que l'alimentation, c'est un moyen de fête. Il faut savoir que la capitale européenne, maintenant, elle est dirigée par une association qui est indépendante de la ville. Donc nous, on finance, on accompagne, on soutient, mais les projets sont des projets de l'association qui ont été validés par le jury européen. Ils ont un commissaire à l'alimentation, c'est une dame qui travaille au sein de l'association et c'est elle qui va organiser des événements festifs liés à l'alimentation de qualité avec des paysans, des agriculteurs du territoire, et il va y avoir par exemple des spectacles mais aussi des grandes tablées qui vont être organisées. Donc ça va être très central de le partage, la qualité, les circuits courts. Génial. Et moi j'ai une dernière question, même si on sait que tu aimes le sucré et le salé, Ouais. si demain t'as pas le choix, t'es plutôt sucré ou salé? Alors, non, si demain j'ai pas le choix, pour des questions de santé, ça sera un peu plus salé que sucré.
parce que le sucre, on le sait, hein, j'adore ça, mais c'est pas bon pour la santé. Et je suis capable aussi de manger je ne sale pas moi. Hein. Je ne sale pas, donc je suis capable de me passer de sel. Mais je sais que pour une question de santé, il vaut mieux que je mange des aliments qui s'accompagnent du salé plutôt que du sucré. Mais ça serait vraiment un regret. Eh bien, merci pour les mots, pour le temps partagé avec nous et pour toutes les anecdotes aussi échangées. Table de vie, c'est des histoires de vie partagées autour de la table. Merci d'avoir pris le temps de venir chez nous pour nous partager cette recette de vie spéciale. C'était un plaisir de participer à cette émission. Et merci Jordan, hein, parce qu'une fois de plus, c'était à nouveau délicieux ce que j'ai mangé avec vous, ce qu'on a partagé ce matin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner ou à le partager. Sans modération. Sans modération.